Et c'est le second débat de la soirée sur France 24, un débat auquel vous pouvez évidemment toujours réagir via les réseaux sociaux. L'opposition descend dans la rue au Venezuela. Elle réclame, je vous le disais, un référendum pour révoquer le président Nicolás Maduro. Ce dernier a décrété un état d'exception, d'urgence. Le Venezuela est un pays aujourd'hui en faillite, alors que c'est l'un des plus gros producteurs de pétrole. Et c'est un peu tout le paradoxe de la situation. Un état en faillite, et pour vous donner une idée, il n'a même plus les moyens aujourd'hui d'imprimer des billets. Les Vénézuéliens qui n'ont plus accès aux produits de première nécessité, au lait, à l'eau, au pain, les hôpitaux qui manquent de tout. C'est le chaos. Le Venezuela est-il au bord de la guerre civile? Un coup d'État militaire est-il possible? Eh bien, la question se pose ce soir puisque l'opposition, Enrique Capriles, s'est bien appelé l'armée à le rejoindre. On va en parler avec nos invités, avec vous, Paula Vasquez. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche au CNRS et auteur du Chavisme, un militarisme compassionnel. C'est aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et vous étiez là il y a quelques semaines. Oui, hier encore. Il y a 3 semaines. Ici, là, le plateau. Oui, hier, c'était chez nos amis anglophones. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Venezuela. Et vous y étiez, donc vous étiez à Caracas il y a de ça 3 semaines. François-Xavier Freland, bonsoir, journaliste, reporter à Jeune Afrique, spécialiste du Venezuela. Et vous étiez correspondant pour RFI et pour notre chaîne France 24 durant quelques années, auteur de Qui veut la peau d'Hugo Chavez. Et c'est aux éditions du Cherche Midi. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le président Maduro, mais également le chef de file de l'opposition, Enrique Capriles. L'Assemblée nationale du Venezuela a perdu sa validité politique. Sa disparition est une question de temps. C'est un décret inconstitutionnel. Maduro n'est pas au-dessus de la Constitution. J'appelle la population, l'armée, le pays entier à ne pas reconnaître ce décret que le gouvernement veut nous imposer. Paula Vasquez, est-ce qu'on peut dire ce soir que le pays est au bord de la guerre civile ou c'est allé trop loin ? Non, il y a une situation de violence inouïe, surtout qu'il y a des pillages et des saccages récurrents depuis plus d'un mois, 2 mois. Déjà une situation très difficile depuis 2014, mais il y a aussi une répression énorme. La question du décret de l'état d'exception, elle est complexe parce que c'est vraiment le dévoilement de la caractéristique du régime, car c'est un décret qui ne sera pas approuvé par l'Assemblée nationale. Donc, on est là dans une configuration complètement dictatoriale, car c'est l'exécutif qui va mettre en place l'état d'exception sans l'accord de l'Assemblée, parce que l'Assemblée elle est en main de l'opposition. Oui, parce que l'Assemblée, aujourd'hui, c'est l'opposition qui domine l'Assemblée, l'opposition à Nicolás Maduro. Vous disiez quelque chose, Paula Vasquez, c'est-à-dire, je vais vous faire réagir sur ces images, François-Xavier Freland, parce qu'elles sont quand même terrifiantes. C'est quand même ces supermarchés qui sont dévalisés, si on peut les voir. Ces images, ils ont tourné beaucoup sur les réseaux sociaux, des supermarchés qui ont été dévalisés, des affrontements avec les forces de l'ordre. Ce qu'il faut dire, François-Xavier Freland, c'est que les Vénézuéliens, aujourd'hui, ils ont faim. Oui, alors je vais réagir sur la sémantique, en fait, le vocabulaire que vous avez utilisé tout à l'heure. Vous parlez de coup d'État qui se prépare. Quand on parle J'ai posé la question. Oui, quand on parle du Venezuela, on parle toujours de coup d'État. Là, le coup d'État se prépare. Et c'est vrai que Nicolás Maduro, le président, utilise cet argument comme l'utilisait avant lui Hugo Chavez. C'est toujours l'ennemi de l'extérieur, c'est toujours les États-Unis qui en veulent à ce pays en révolution, etc. Ce qui est étonnant, c'est quand on parle de d'autres pays dans le monde, notamment, on se souvient de ce mouvement citoyen, notamment au Burkina Faso. On parlait d'un mouvement citoyen, on ne parlait pas d'un coup d'État. Or, c'est exactement la même chose. Ces gens en ont simplement marre d'un système à l'agonie. François-Xavier Freland, si je puis me permettre, il y a quand même une nuance, c'est qu'au Burkina Faso, quand même, Blaise Compaoré était au pouvoir, élu avec 95% des voix. Nicolás Maduro a quand même été élu. Alors voilà. Alors après, oui, mais c'est quand même. Pardonnez-moi, mais je vais répondre. Savoir si ces élections étaient totalement démocratiques, beaucoup se posent la question. On peut quand même pas comparer le pouvoir burkinabé. Je vais le comparer. Ça fait près entre 15 et 20 ans que les chavistes sont au pouvoir. Monsieur Hugo Chavez est arrivé en 1998. Ça fait presque 20 ans. Donc vous voyez, c'est comparable. Alors évidemment, mais il a été élu. Il a été élu, mais monsieur Compaoré aussi a été élu. Après, vous pouvez critiquer son système et la manière dont il a été élu. L'opposition critique, d'ailleurs, n'a jamais vraiment totalement accepté le résultat des urnes en 2013, lorsque monsieur Maduro a été élu. On peut pas quand même comparer, pardonnez-moi encore de revenir dessus, mais on peut quand même pas comparer quand même l'élection au Burkina Faso. Alors, il y a eu une élection, mais où Blaise Compaoré a été élu avec 95% des voix, donc une élection à 100% truquée. Ce que je compare, c'est avec quand même l'élection d'Hugo Chavez. Malgré tout, il y avait quand même une volonté populaire de maintenir Hugo Chavez au pouvoir. Il y a une volonté populaire aujourd'hui. Il y a 7 Vénézuéliens sur 10 qui veulent que ça s'arrête, qui ne veulent plus de ce gouvernement. Les chavistes ne sont plus majoritaires
dans ce pays. S'il y avait des élections aujourd'hui présidentielles, Nicolás Maduro est sûr de perdre. Mais on perdre. pourrait dire la même chose pour le Brésil. Alors aujourd'hui, la présidente Dilma Rousseff a 10% d'opinion favorable, mais elle a été élue malgré tout il y a de ça quelques années. Oui, elle est poussée vers la City. Vous avez posé la question très bien. La faim. Il y a une question d'accès terrible, une crise d'accès aux aliments et aux médicaments. Et oui, les Vénézuéliens ont faim. Pour répondre à la question d'une manière très concrète et responsable. Les gens dans les milieux défavorisés dans lesquels j'ai travaillé sont en train de manger une fois par jour. C'est du jamais vu. C'était déjà comme ça l'été. Donc les gens s'organisent pour boire de l'eau chaude. S'ils trouvent du sucre les matins parce qu'il n'y a pas de café, ils mangent une fois par jour à 15h de l'après-midi pour tenir jusqu'au lendemain. Et ça, comme ça, les milieux populaires et les classes moyennes. Parce qu'il y a 83% de la population vénézuélienne qui est sous le seuil de pauvreté en ce moment par rapport aux données des data analysis qui viennent d'être publiées hier. Donc, oui. Je ne sais pas si on peut revoir quand même ces images qu'on ne les a pas bien vues tout à l'heure de ces magasins dévalisés. Justement, j'aurais pu nous expliquer, François-Xavier Freland, ce paradoxe du Venezuela. Quand même, gros producteur de pétrole et les gens, Paula Vasquez disait, ont faim. Les gens, ils mangent une fois par jour au Venezuela. Le prix du baril de pétrole a chuté. À l'époque de Chavez, il était entre 100 et 150 $. Aujourd'hui, il est entre 20 et 40. Tout s'explique puisque c'est une économie rentière dépendante du pétrole et que, eh bien, jusque-là, le pays vivait de cette rente. Aujourd'hui, il y a plus d'argent dans les caisses, le pétrole ne rapporte plus rien, on n'a plus d'argent pour payer les missions qui coûtaient cher, les missions sociales, les fameuses missions. Donc aujourd'hui, eh bien c'est clair, le pays est au bord de l'agonie, il est au bord de l'agonie, de l'asphyxie économique. On n'a pas les moyens d'acheter des denrées, on n'a pas les moyens de faire venir des importations et on n'a pas créé les moyens d'avoir des produits locaux. L'économie vénézuélienne est totalement dépendante de l'étranger. Il aurait fallu la diversifier finalement, ce qui n'a pas été fait. Elle était beaucoup plus diversifiée avant. On est devenu beaucoup plus dépendant du pétrole maintenant parce qu'on est complètement monoproducteur. Mais il faut rajouter, ce n'est pas une question des prix du pétrole. Le Venezuela, c'est un vieux producteur de pétrole. On est dans les business du pétrole depuis 100 ans. C'est notre centenaire des pays producteurs. Donc, vous pouvez vous imaginer que les ministres de l'économie vénézuélienne connaissent les cycles du pétrole et qu'on a vécu avec les barils à $8 en 1994. Bien sûr, c'était la crise, mais ce n'était pas ce qui se passe maintenant. Donc, ce qu'on a maintenant, c'est plutôt l'explosion du modèle de développement socio-économique et politique chaviste. C'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas une question de que, oui, c'est les prix du baril qui a chuté. Non, c'est le système qui s'effondre. Oui, parce que ce système était dépendant du pétrole. Donc, oui, c'est un système complètement dépendant du pétrole. Et surtout, on a démantelé l'appareil productif qui avait en parallèle avec des expropriations et des étatisations en 2006 et en 2007 qui ont été inefficaces et corrompus. Pour vous donner un exemple, le Venezuela est un pays donc, de pétrole. C'est un pays où il y a tout. Il pleut, c'est un pays très très riche, on le sait, il y a de l'or, etc. Et puis il y a aussi des champs, il pleut beaucoup, donc on fait pousser tout ce qu'on veut au Venezuela. Il n'y a presque plus d'agriculture vénézuélienne. Pour acheter de la viande, pour manger de la viande, on est obligé d'importer la viande de l'Uruguay ou d'Argentine. Alors que le Venezuela, dans les Llanos, la fameuse région d'Hugo Chavez, était une région d'éleveurs où autrefois on faisait une viande de qualité et qu'on exportait autrefois vers d'autres pays riverains, dont la Colombie. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de donner finalement à manger aux Vénézuéliens. On est obligé d'acheter très cher à l'étranger. Voilà, c'est un petit exemple qui peut vous permettre de comprendre à quel point aujourd'hui c'est l'échec du chavisme finalement, qui était porteur d'espoir. Parce qu'il faut dire, c'est là où pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, François-Xavier Freland, c'est-à-dire qu'il y avait quand même la population vénézuélienne adhérait quand même aux idéaux d'Hugo Chavez au départ. Ils ont adhéré bien sûr de 98 à 2006-2007, attention. Beaucoup d'ailleurs de ceux qui manifestent aujourd'hui d'opposants ont à un moment ou l'autre soutenu Chavez à la fin des années 90. C'était tourné quand même vers les classes populaires. Il leur a promis une meilleure redistribution. Un moyen de remettre en cause le système néolibéral. Et donc, effectivement, ils ont appuyé Chavez. Mais très vite, la politique, l'économie chaviste a montré ses limites. Et depuis 2007, vous voyez un mécontentement qui grandit, qui avait déjà existé sous Chavez. Il a perdu une fois un référendum. Il a été élu, certes, à 54%, mais ce n'était pas grandiloquent pour un homme qui était le leader de ce mouvement. C'était en 2012. Vous voyez bien que Chavez lui-même était contesté. Et qu'en fait, les racines du problème d'aujourd'hui sont à chercher du côté d'Hugo Chavez lui-même, c'est-à-dire qu'il a légué à Nicolás Maduro un pays déjà
à l'agonie. Paula Vasquez, sans faire de comparaison avec le Brésil, parce que la crise est complètement haute, c'est le Brésil surtout un scandale de grosse corruption, mais malgré tout aussi, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème justement de réforme économique? On a vu aussi un Lula qui a tiré des gens de la pauvreté, qui a misé sur la redistribution, mais finalement qui n'est pas allé suffisamment loin dans les réformes. Est-ce que c'est pas aussi un modèle gauchiste aussi qui s'effondre aujourd'hui? Sur ça, il y a deux choses. La première chose, c'est la question du pétrole. On a du mal à la comprendre parfois. Il y a l'industrie pétrolière vénézuélienne, elle est aussi en crise. Avant Chavez, les pays produisaient 3 millions de barils par jour, 3,5 millions de barils par jour. On est à 2,4 millions aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas investi dans l'industrie pétrolière non plus. On a tué la poule aux œufs d'or, littéralement parlant. Donc, parce que s'il faut dire à nos téléspectateurs, avec un exemple quand même sur les raffineries, parce que c'est juste incroyable, oui, c'est un pays qui produit du pétrole, mais qui n'a pas les moyens de le raffiner, son pétrole. Non, et pourquoi? Parce que les grandes raffineries d'Amway, elle a explosé en 2012. Elle raffinait 1 million de barils par jour à l'arrivée de Chavez. Elle se trouve aujourd'hui à 30% de sa capacité. Donc l'industrie pétrolière, elle est aussi en panne. Elle va aussi très mal. Plus les accords internationaux passés avec Chavez de Petrocaribe d'exporter 5 millions de barils par jour à Cuba, plus les autres exportations à Haïti, au Nicaragua, etc. Mais je voudrais uniquement rajouter par rapport à la question et aux missions, les diminutions du taux de pauvreté, certes, c'était toujours dit comme la grande réussite sociale du chavisme. Certes, ça, pourquoi? Parce que c'était une distribution en argent liquide. C'était des distributions directes, des allocations. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas durable parce qu'en parallèle, on n'a pas su créer de l'emploi ni améliorer l'éducation aujourd'hui. L'éducation qui est un sujet extrêmement difficile et sensible, mis à part la santé publique. Juste une chose, le système brésilien tel que l'a mis en place Lula n'a pas du tout été un échec. Réellement, il y a eu un mieux pour les populations pauvres au Brésil grâce à une politique social-démocrate. Ce n'est pas du tout une politique dirigiste qu'a menée Lula et encore moins Mme Rousseff. C'est une politique social-démocrate comme celle que nous vivons quasiment en France aujourd'hui avec M. Hollande. C'est bien la grosse différence avec l'économie dirigiste, la politique dirigiste des chavistes qui sont revenus à des vieilles ficelles communistes. M. Maduro a quand même été formé à Cuba. Et c'est un monsieur qui espérait mettre en place un système social. Alors justement, Cuba, je rebondis sur ce que vous disiez, parce qu'en effet, il y avait une très grosse proximité entre le régime castriste et le régime chaviste. D'ailleurs, il y avait de l'échange. Le Venezuela qui donnait du pétrole et les Cubains qui envoyaient leurs médecins, notamment au Venezuela. Mais aujourd'hui, on ne le voit plus, parce qu'ils se sont rapprochés. Mais ils sont bien là. Ils sont bien là. Ils sont bien au pays, bien sûr que si. Et les Cubains restent là, ils aident les Vénézuéliens. Il y a 5 000 barils de pétrole par jour que Cuba revend pour financer son économie. C'est un envoi gratuit, donc faites les calculs, c'est pas mal. Et surtout, dans la question interne du pays lui-même, l'influence elle est énorme. M. Maduro va tout le temps à la Havane pendant 2-3 jours, tous les 3 semaines environ. Donc, bien sûr que l'influence est là, sauf qu'elle est moins visible. Est toujours là. Oui, bien sûr. Malgré le rapprochement avec les États-Unis. Elle est toujours là, et d'ailleurs, c'est une bonne chose pour le Venezuela, parce que les médecins cubains font un très bon travail pour les missions. Non, les meilleurs. Non, les médecins, je suis désolée, mais les médecins cubains sont partis. Il ne reste plus des barrios adentro. Ah bah il y en a encore, je suis désolée, il y en a encore. Ah oui, combien? Il y en a encore. En tous les cas, c'est la seule chose. Allez, les dispensaires sont fermés, des barrios adentro. Je le sais, je l'ai vu. Paula Vasquez, Maduro parle d'un complot venu de l'extérieur. Alors ça, c'est toujours la ficelle un peu des dirigeants autoritaires. Justement, une pointe de petit nationalisme. On resserre les rangs et on brandit le complot venu des États-Unis. C'est ça la ficelle? Oui, la ficelle, c'est celle-là, mais elle est un peu trop grosse pour la population de tous les jours, parce que tout le monde se trouve en train de faire la queue pour essayer de survivre entre la pénurie des nourritures et des médicaments. Donc, oui, donc l'anti-américanisme, ça prend plus au sein de la population. Pour les Vénézuéliens de base qui sont en train d'essayer de survivre et d'arrondir la fin des mois, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé très vite, une paupérisation vite, en 6 mois. En 1 an, les gens ont complètement perdu leur pouvoir d'achat à cause de l'hyperinflation et à cause de la dévaluation terrible de la monnaie. Donc maintenant, les salaires de la classe moyenne, c'est 58 000 bolivars par mois, c'est 58 €. Et les paniers de la ménagère, c'est 200 €. C'est simple, hein, c'est mathématique.
Donc, il n'y a aucun soutien qui puisse tenir à ça. Et tout le monde se trouve chaviste et pas chaviste en train de faire la queue pour essayer de survivre. On s'affiche s'il y a malade, hypertension, diabète, et tout ce qui relève de l'industrie pharmaceutique sophistiquée qui se paye en devise dans les marchés internationaux, c'est le type de patients qui sont en train de mourir au Venezuela. Et je l'ai dit avec toute responsabilité, il y a une situation humanitaire inouïe dans les pays en ce moment. François-Xavier Florent, elle peut se terminer comment cette crise avec le départ? Vous pensez Nicolas Maduro? Vous pensez qu'il va y avoir des confrontations dans la rue, les militaires? Je pense qu'effectivement, il y a une poussée populaire, donc au même titre que dans d'autres pays, qui vont finir par faire tomber le fruit, parce que là, il est plus que mûr, on voit bien que le pays est à l'agonie. Maintenant, qui pour prendre la suite alors, parce que c'est aussi ça toujours la question. Voilà, le problème de Nicolas Maduro, c'est qu'il ne peut pas se retirer, il sait qu'il sera jugé. Et il sait que tous ceux qui sont autour de lui vont être jugés, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des opposants actuellement en prison pour différentes raisons, des raisons qu'il faut encore élucider avec une vraie justice. Il va être jugé pour quel crime? Et il sera jugé pour pas forcément des crimes, il sera jugé pour des actes qui ont été pas forcément démocratiques, etc. En tous les cas, il est clair et net qu'il craint ça, et avec raison. Je me mets à la place de Nicolas Maduro, face à une opposition qui attend son retour depuis 20 ans, on peut imaginer que peut-être ils vont lui chercher des problèmes. Donc je pense qu'il faudra peut-être une médiation internationale pour trouver une solution, pour que ce pays puisse se reparler, parce que plus personne ne se parle, pour que ce pays puisse se reparler. C'est un pays très clivé, où finalement c'est quand même une majorité de Vénézuéliens qui sont derrière l'opposition. Maintenant, ils sont tous derrière l'opposition. D'accord. Ce n'est plus une question de polarisation. Il y a à voir aussi la question de l'Assemblée nationale, parce que l'opposition gagne l'Assemblée nationale le 5 décembre 2015. Ça fait presque 6 mois. Ils ont assumé les pouvoirs le 4 janvier et pendant 5 mois, il n'y a pas eu... Qu'est-ce qui a fait l'exécutif? C'est torpiller toute possibilité d'approuver les lois qui fait l'Assemblée. Donc, on se trouve dans un état assez inouï de manque d'institutions complètement. Et vous pensez que ça va se terminer comment, Paula Vasquez? C'est une très, très belle question parce que l'arbitre, il n'est pas impartial. L'arbitre serait un bureau électoral et il n'est pas impartial. Ça, c'est une chose qu'il faut tenir. Donc, de facto, on dirait que l'arbitre sont les militaires. C'est pour ça que Capriles dit ça aujourd'hui, cela. Le problème, c'est qu'il y a 3 semaines, quand j'étais là-bas, le ministre de la Défense, Padrino López, il a dit que les forces armées vénézuéliennes étaient bolivariennes, c'est-à-dire qu'elles adhèrent à l'idéologie du parti au pouvoir, ce qui est gravissime parce qu'ils ne vont pas respecter la Constitution, mais ils vont respecter l'idéologie chaviste. Comment va ça se terminer? La violence, de toute façon, elle est là. On dit toujours on attend une explosion. C'est un des pays les plus violents au monde. Je crois que Caracas, c'est une des capitales les plus violentes. C'est que Chavez avait commencé à le faire et Maduro l'a poursuivi. Il y a des milices bolivariennes, armées, il y a des munitions, des cargaisons de munitions dans les quartiers, dans les bidonvilles, où on pourra aller chercher au moindre coup de sifflet une arme pour tirer sur les opposants ou tirer sur l'armée qui aiderait les opposants. Donc c'est vrai que ça va créer une tension extrême, une violence qu'on peut craindre. Maintenant, est-ce que peut-être entre eux ils vont s'entendre? Capriles Radonski, le leader de l'opposition, est un type extrêmement habile, extrêmement diplomate. Il n'est pas en prison, c'est l'un des rares d'ailleurs qui ne soit pas passé par cette case-là. Pourquoi? Parce que, oui, mais il y a longtemps, mais je vous parle maintenant. Ouais. Aujourd'hui, il n'y est pas. La différence avec beaucoup des autres qui y sont encore, c'est que justement, il sait jouer avec ses armes démocratiques et il ne tombera pas dans le piège que veut lui tendre Maduro du coup d'État. Il va être derrière une manifestation populaire. Il fera un mouvement citoyen. Merci beaucoup, merci François-Xavier Freland d'être venu sur le plateau de France 24. Merci beaucoup Paula Vasquez et on suivra évidemment sur notre antenne la suite des événements au Venezuela. Ce soir, des milliers de personnes qui manifestent notamment dans les rues de Caracas et qui réclament toujours le départ du président Maduro. Tout de suite un œil sur les médias, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Allez, on reparle de cette manifestation de 2 policiers un peu partout en France, des policiers qui en ont marre. Hein. Des policiers qui en ont marre d'être insultés, d'être frappés pendant ces manifestations, notamment contre la loi travail. On commence avec cet article du Point où les chiffres des syndicats de police, une fois n'est pas coutume, contredisent les chiffres de la police. 7000 policiers selon les syndicats, 1000 selon la police. Alors sur les réseaux sociaux, on a massivement utilisé un hashtag haine anti-flic. C'était le terme, le mot-clé le plus utilisé aujourd'hui sur Twitter du côté de la twittosphère française. Ils étaient nombreux comme Aurore Berger
une élue Les Républicains, a apporté leur soutien à ceux qui nous protègent dans des conditions, écrit-elle, particulièrement difficiles. Et en marge de cette manifestation, sur Twitter, il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle de cette voiture de police en flammes alors que se tenait cette manifestation. Sur Twitter, il y avait évidemment des messages de soutien, comme celui d'Antoine Adam qui dit « 20 policiers ou gendarmes sont blessés chaque jour à votre service ». Honte à ceux qui prônent la haine anti-flic. Et puis ceux qui ironisent, c'est vrai qu'ils sont des anges, ces flics, en publiant cette image qui a fait largement le tour des réseaux sociaux ces dernières semaines, parce qu'un certain nombre de twittos considèrent que des débordements du côté de la police, il y en a. Il y a aussi cette image qui a ressurgi sur Twitter, cette image avec du sang par terre, personne n'est venu passer la serpillière, une façon de critiquer les violences policières. Et ça aussi, les policiers l'ont très mal digéré. Toujours sur Twitter, eh bien, je vous le disais, un certain nombre d'internautes soulignent que des dérapages du côté de la police, il y en a eu aussi. Certains, comme cette twitto, expliquent que les gens sont un peu paradoxaux. Il n'y a pas si longtemps, ils acclamaient les héros au lendemain des attentats qui ont endeuillé la France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains soulignent sur Twitter, à juste titre, finalement, qui sont ceux qui prônent cette haine anti-flic. C'est ce que se demande Guillaume Champeau, parce que les spécialistes aujourd'hui étaient nombreux à intervenir dans les médias pour expliquer que les policiers eh bien, sont toujours très populaires. Il y a même un sondage qui a été publié du côté du Parisien, expliquant que plus de 8 Français sur 10 ont une bonne opinion de la police. Ça prouve à quel point les débordements, les dérapages de quelques casseurs peuvent avoir une dimension très importante et notamment relayée sur les réseaux sociaux. Et les politiques qui se sont affichés en bonne place lors de cette manifestation. Alors ils étaient très présents, c'est ce que souligne le site du Huffington Post. Ils ont évidemment sur les réseaux sociaux largement tweeté les images de leur présence. C'était le cas d'Éric Ciotti qui ici se présente avec un secrétaire général du syndicat Alliance. Christian Estrosi n'était pas en reste aux côtés de la police nationale dans sa région. Et Marion Maréchal Le Pen également a apporté son soutien contre la haine anti-flic. Alors évidemment, c'était aussi une opération de communication pour une partie de l'opposition. Il y en a même certains comme Bernard Accoyer qui en profitent pour proposer des lois pour faire payer les organisateurs des manifestations. Évidemment, à droite, on en profite aussi pour critiquer massivement Bernard Cazeneuve et le gouvernement qui ne soutiendrait pas assez la police et les policiers. Évidemment, du côté de Bernard Cazeneuve, on a balayé du revers de la main ces critiques et on finira sur ce site internet, celui de Courrier International, qui nous propose un petit peu le regard que pose le correspondant du Times sur ces manifestations. Il explique qu'en Grande-Bretagne, ça serait tout simplement surréaliste de voir des policiers manifester contre les manifestations, en quelque sorte, à lire donc sur le site de Courrier International. Justement, on reste au Royaume-Uni avec la une du journal The Sun du mois de mars qui a donné des sueurs froides au Premier ministre britannique. Alors c'est vrai que cette une, on va la redécouvrir ensemble, elle était parue au mois de mars et aujourd'hui, l'organisme qui s'occupe de gérer un petit peu les médias épingle The Sun qui avait titré sur une reine qui soutient le Brexit. Alors c'était totalement infondé puisque l'article se basait sur des bruits de couloir qui datent de 2011 où la reine avait expliqué devant des parlementaires qu'elle ne comprenait rien à l'Europe. Alors aujourd'hui, du côté de The Sun, on expliquait qu'on continuait de défendre cette une. Et c'est vrai que ça a donné des sueurs froides à David Cameron. On n'a pas le temps de le voir, mais sur Twitter, les partisans du Brexit ont évidemment utilisé cette une qui est réapparue sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Karim. On retrouve à 20h45 et on va parler de la starlette de la télé-réalité Kim Kardashian qui aujourd'hui est devenue la nouvelle ennemie des mollahs iraniens. Merci beaucoup Karim. Merci encore à tous les deux pour ce débat sur le Venezuela. Merci à vous de nous avoir suivis. Très très belle soirée sur France 24. Tout de suite le journal et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris. À demain. Merci Karim.